Penses-tu qu'on se rappelle plus de comment notre tune d'intro à sonne cette fois-ci? Je vais t'avouer que je m'en souviens plus de la tune de Super Mega que la tune de notre propre émission. C'est quoi la tune de Super Mega? Ah, c'est genre... Tun, 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 tun. J'écoute leur podcast puis j'ai aucune crise d'idée. Ça, ouais, ça, je m'en souviens toujours, mais je m'en souviens pas de la note, genre... J'ai l'impression que c'est... Mais je sais que c'est pas ça. Fait que je pense qu'on devrait juste la faire avec notre voix après pour plus être comme... Fait que personne va savoir quand le podcast commence. C'est juste nous qui est comme... Non, mais pour moi, il a commencé. Fait que salut! Nous sommes les Karaoke Kings. Hello everybody. Hello. Alex Martel de mon bar. Hey, Alexander Wolosek de notre bar. C'est deux beaux bars, je D'autres bars pense. du salon. Deux côtés qui sont parfaitement beaux puis à leur affaire de leur façon différente. Ah ouais, mais je me demande quelle sorte de conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Tu sais quelles sont De ton bar. Ça va être de mon Parle-moi bar. donc de ça. Ouais, mais c'est correct parce que la prochaine fois, ça va être du tien qui est aussi beau aussi, même si j'écoute moins ce bar-là. Comme t'écoutes moins le mien, tu sais. J'ai écouté toutes tes tonnes en contexte. C'est presque Je tout. regardais mon sel, mais... Et il t'en manquait 5. Ah, ça t'allait pas me faire ça pour de vrai. À peu près. Mais là, 30 secondes de 5 tonnes, là. Ouais, c'est genre... C'est au moins... Hey, ça va me prendre ça. C'est au moins 2 minutes et demie de ma vie. Hi. My name is Dennis Wilson. I make rock and roll records. The very first thing after we got married, before we even bought one piece of furniture, he bought a piano. And he immediately started playing around, trying to work out something for himself. He was very much in the womb of the Beach Boys, but he wanted to flex his wings, so to speak. So the Beach Boys Play Live was in Liverpool Empire, 1972, I'd say 71, 72. But the highlight of the show was Brian Wilson wasn't on the tour, but the highlight of the show was Dennis Wilson. And it's still one of my favourite performances of anybody I've ever seen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I love the idea of making people happy or smile. It's like a drug, I guess. I'm addicted to looking at that person and knowing that they... En 1961, Oh, fuck. le plus grand groupe de rock'n'roll de l'histoire américaine a été fondé. That's true, the Beatles are British. Les Beach Boys, America's Band, comme a dit Ronald Reagan. D'ailleurs, Mike Love puis son groupe qui a le droit d'appeler les Beach Boys continuent à faire des rallyes républicains. Il est ami avec Donald Trump, puis récemment, Al Jardine et Brian Wilson ont fait un coming out contre le groupe des Beach Boys de Mike Love parce qu'ils sont allés à un rallye de Donald Trump Jr. ou quelque chose par rapport à la chasse sportive pour des animaux en voie d'extinction. Hey, Donald Trump Jr., il a gagné le droit d'aller tuer des grizzlies, je pense, en Alaska l'autre jour. C'était un luck of the draw qu'ils ont appelé. Chanceux. Chanceux, ce Donald Trump Jr.-là. Fait que c'est ça. Brian et Al ont dit non, dude, on se dissocie de ça n'a pas d'allure. Brian Wilson, il mange bien des cheeseburgers aussi. Il aime pas ça tuer des animaux? Ben, peut-être pas des cheeseburgers de grizzly Ben, je sais en voie pas. de là. disparition. C'est une petite question que je te pose de même. Là. Donc, en 1961, les Beach Boys ont été fondés. En leur cœur, les trois frères Wilson. Le plus vieux, Brian, qui a été le leader créatif du groupe pendant longtemps. Le plus jeune, Carl, musicien accompli. Au milieu, Dennis, qui était le mouton noir de la famille un petit peu. C'était le petit Chris, ben franchement. Le petit Toff qui se mettait tout le temps dans la marde. Tous les frères Wilson, puis on sait pas pour les sœurs, mangeaient des volets par leur père, qui était un homme dur, violent, qui a été leur gérant longtemps, jusqu'à temps qu'ils finissent par s'en dissocier. Une histoire assez fameuse, c'est que Brian serait sourd d'une de ses oreilles à cause d'une claque mangée par son père qui aurait fendu son tympan. Mais Dennis avait des volets pires que tous les autres parce que c'était lui le plus haïssable de la gang. Pas que c'est une excuse pour taper ses enfants, mais pour Mary Wilson, ça faisait c'est quoi, la job, les années t'sais. 50, ça? C'est Ouais. une bonne excuse. Il mettait le feu T'avais à le tes droit. enfants. Ouais, c'est ça. T'avais le droit dans le temps. Le jeune met le feu à l'intérieur d'un char ou quelque chose, fait que ton père, le père Ah, est là, allé sur une volée. tu t'sais. criserais pas une claque, toi? Je te dis pas que j'aurais pas envie, je te dis que je le ferais pas parce qu'on est en Ah, moi, je 2020. l'aurais Puis j'ai Moi, des c'est pour ça que bonnes j'aurais valeurs. pas d'enfant, parce que moi, j'aurais fait en tabarnak. I would have beat that bitch down, man. I'm not talking about the car. Donc, en leur cœur, les trois frères Wilson et les autres membres étaient des gens du voisinage. Il y avait un ami de la famille, Al Jardine, puis un de leurs cousins, Mike Love.
Dennis était même pas supposé... Mike Love. Mike Love. Juste parler de Mike Love, c'est drôle. Dennis était même pas supposé être dans le band au début, ses frères en voulaient pas. C'est leur mère qui a insisté pour qu'ils se joignent au groupe. Puis en fait, là, vous allez laisser votre frère jouer avec vous autres. Dans votre petit groupe, dans le garage, là, arrêtez, là. Puis Dennis, il jouait même pas de musique, lui non plus, au début. Ça y arrivait de chanter avec ses frères tard la nuit à la place de dormir, mais sinon, il voulait pas participer aux moments musicaux de la famille. Il jouait pas au piano, il allait pas chanter avec les autres. C'était vraiment pas son dada. C'était un sportif puis un petit mot t'as dit. Dennis était le drummer, right? C'est ça, il est devenu le drummer parce que Carl... Personne d'autre voulait le faire. Non, ben c'est ça, personne d'autre voulait le faire. Mike Love, il allait pas jouer d'un instrument certain, oublie Non, ça. c'est sûr. Sur Wikipédia, ils décrivent que Mike Love, dans son petit band d'école avant, il jouait du saxophone rudimentaire. Je pense que c'est poli. Faudrait que tu trouves une vidéo de Mike Love qui joue du saxophone rudimentaire. Je pense que ça existe pas. Pas sûr, moi, tu sais, un petit grainy footage là, qu'on peut comme... On s'en allait, ça doit exister quand même. Hein. Les caméras pour la maison n'existaient pas vraiment dans le temps, tu sais. Ouais, mais c'était Mike Love. C'est sûr que quelqu'un a voulu dépenser de l'argent là-dessus. Il n'y avait pas de iPhone. C'est les Beach Boys. Ah ben oui, avant qu'il s'est connu, il était déjà riche, tu sais. Non, il avait grandi dans une maison parfaitement ordinaire de classe moyenne en Californie. Ben, ça, c'est encore plus riche que nous autres de nos jours. Oh! Attaque politique, sociopolitique de la soirée. Donc, c'est ça. Carl, lui, prenait des cours de guitare puis des cours de drum, entre autres, puis a appris à Dennis à drummer un peu sur le tas. Dennis n'était pas particulièrement bon au début. Faisait un job sans plus, rien de spécial. C'est lui qui a encouragé... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux ça? L'ouvre-bouteille, ouais, excuse-moi. On va couper ça au montage. Non, on laisse les dreads dedans. Dennis n'était pas particulièrement incroyable au début. Il faisait la job, il gardait le tempo, chose qu'il n'a pas tout le temps faite parce que des fois, plus tard dans sa vie, il était sous sur le stage puis ça marchait plus. Ouais, je le fais toujours. Moi, ça brosse le stage. Ouais, mais pas bien. nous autres, on est comme deux Mike Love. On joue pas d'instrument, fait que c'est tel que ça. C'est vrai que ça doit être plus dur. Vraiment, être ça bras, jouer un instrument puis chanter en même temps. Chris, on essaye de chanter en marchant puis en dansant des fois. Puis il faut, tu sais, quand on fait le Hickey Breaky Dance, il faut que je fasse une joke que je suis pas capable de faire la danse parce que c'est vraiment trop dur de se concentrer. Fait qu'imagine jouer de la guitare ou du drum en même temps. Tu sais, des fois, juste c'est comme les vidéos que tu peux voir de comme Slash qui est sa brosse sur le stage puis de la musique, ça se venait d'un riff. Puis comme, là, voyons donc. Je comprends. Fait que c'est ça. Dennis jouait le drum et supposément que c'est lui qui aurait donné l'identité à la base des Beach Boys. Parce qu'il était le seul qui surfait. Puis Mike Love l'a encouragé à aller voir son grand frère Brian, puis à le têter pour faire des tunes de surf, puis de char, puis tout ça, parce que c'était ce qui était populaire avec les jeunes à l'époque. Puis Dennis était de loin le plus cool de la gang. Là. Les autres, gang de nerds un peu, ben franchement. Là. Ouais, toute la gang. OK. Sauf Dennis. Sauf Dennis. C'est le cool kid. C'est ça, lui il était cool, il conduisait des autos, faisait des courses, il était musclé, il pognait avec les filles, puis c'était le seul. Mike Love, il perdait ses cheveux à 18 ans, puis il avait l'air d'avoir 50. Là, je pense qu'il y a une joke des Karaoke Kings là-dedans, mais je veux pas la faire. Hey, je suis moins pire que Mike Love, OK? Non, mais non, j'ai pas dit que t'étais Mike Love. J'essaie juste de dire que s'il y a quelqu'un qui est Dennis Wilson, certes. Ah, OK, ben oui. Ça doit être Jasmine. Ça doit être Jasmine, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est cool puis qu'elle a fait de la course de char. Elle pogne avec les filles. Nous autres, on est une gang de toi, deux. T'as juste les cheveux longs puis la barbe blonde. Sinon, ouais. Moi, je suis... Donc... Ça a commencé avec ça. Ils ont eu leur premier hit, Surfin'. Les albums se sont enchaînés, sont devenus le band le plus populaire de rock'n'roll pratiquement au monde jusqu'à temps que les Beatles arrivent. Puis Dennis était la moitié du temps vraiment absent dans le processus créatif puis même d'enregistrement. Il était remplacé par des musiciens de studio la moitié du temps sur le drum, comme Hal Blaine quand il y avait des parties qui étaient trop compliquées pour lui. Il chantait presque exclusivement en backing vocals. Au début, c'était rare qu'il y avait le lead. Ils ont fini par le faire chanter le lead une couple de fois. Par exemple, sur Do You Wanna Dance, un cover d'une vieille chanson. Puis c'est ça, mais à la fin des années 60, après Pet Sounds, après l'enregistrement et plutôt le montage échoué de Smile, Brian a fait une syncope carrément, une crise de panique. Il allait plus avec eux autres en tournée, il enregistrait de moins en moins, il composait de moins en moins, puis il se ramassait avec le génie créatif du groupe qui était ses sidelines pas mal.
Puis celui qui a continué l'envolée créative du groupe, contre toute attente, ben c'était Dennis, qui était connu comme leur petit drummer, pas de talent, qui faisait pas grand-chose. Ben, je me demande s'il y avait des musiciens qui allaient remplacer dans le studio, parce que c'était trop compliqué. C'est qui faisait les tunes live? C'était Dennis? Oui, c'était Dennis qui faisait tout le live. Puis si c'était trop compliqué, il faisait quoi? Ils étaient appris? Ben, au début, dans les années oui, 60... il refaisait quelque chose de super simple que tout le monde était comme... Ben, c'était plus simple en live souvent pour tous les membres du groupe parce que si les Beach Boys avaient une faiblesse dans les années 60, c'était leur performance live. Puis ça a apparu surtout après que les Beatles s'y arrivé parce que là, les Beach Boys, ils pouvaient pas compétitionner avec ces 4 gars-là qui se donnaient sur la scène puis qui étaient tout le temps sans note ou presque. Là. Il y a les fameuses histoires de John Lennon qui s'entendait pas chanter, mais les fois où ça allait bien, ils avaient une présence de fou. Puis là, ben, leur frontman, c'est Mike Love qui danse tout croche. Puis la moitié du groupe sont inconfortables, genre. Inconfortables, puis moyennement terribles avec leurs instruments dans des situations de pression. Fait que dans les années 70 et 80, ils sont devenus un excellent groupe live. Puis c'est là que leurs enregistrements de nouvelles tunes, ça a planté un petit peu. Fait qu'ils sont pas capables de faire les deux. Ben, c'est ça. Mais là, j'imagine qu'ils se sont rendus compte, fuck, nos nouvelles tunes sont de la merde un peu, puis on n'a plus d'idées. Fait qu'on va pratiquer les vieilles plus, puis là, ils sont devenus vraiment écœurants. Leur spectacle des années 80, ils sont super bons. That's funny. Puis, c'est ça, Dennis commençait à plus en plus de prendre la place sur les albums. Entre autres sur Friend, où il a écrit Little Bird, qui est sa première composition majeure pour les Beach Boys. Là, s'il a écrit autre chose avant, c'est jamais sorti sur un album officiel. Puis c'est très très bon. En 1970, c'est lui qui a l'idée créativement l'album Sunflower où Brian est vraiment vraiment de côté. 4 chansons décrites dessus, dont Forever, que comme on disait tantôt, est reprise par John Stamos dans Full House. Oui, non, hein, on fait pas un gros Stamos. Là. Y a-t-il quelqu'un qui l'aurait catché, tu penses? Ok, on l'essaye. 1, 2, 3. Stamos! J'étais pas sûr, je voulais donner des call signs, mais là, j'étais comme... Puis tout indiquait pour que le groupe allait continuer dans cette direction-là et continuer à se renouveler créativement puis à aller dans des nouvelles directions. Parce que depuis 1966, avec Smile, ben c'était ça. Il était rendu connu comme un groupe de pop qui était high art, qui faisait quelque chose de nouveau. Puis ça n'a pas tout à fait pris cette direction-là. Entre autres parce que leurs albums plus expérimentaux se vendaient pas très bien. T'sais, chacun battait l'autre en mauvaise vente, si je peux dire ça comme ça. Puis aussi, en 1968, qui est le cœur du sujet un peu, Dennis Wilson roulait avec sa Rolls-Royce dans son coin, puis il ramasse Sa Rolls-Royce, oui. Ouais, dans sa Rolls-Royce. Ben, il était tout riche rendu là. C'est vrai. Il ramasse 2 pousseuses. Ils parlent ensemble de leur... tu sais, lui, il raconte les interactions que les Beach Boys ont eues avec je vais le lire comme il faut, le Maharishi Mahesh Yogi, qui était une espèce de gourou spirituel indien. Les Beatles ont eu affaire avec quand ils sont allés méditer. Les Doors, qui d'autres, Stevie Wonder, un paquet d'artistes, tu sais. Puis les filles, eux autres, ils ont dit... Ah ben, nous autres aussi, on a une espèce de gourou, là. C'est un gars qui s'appelle Charlie, tu sais. Il dit qu'il est le dieu puis le diable en même temps. Puis Dennis était comme, ah, OK, c'est cool. All right, man. Il les a invités chez eux, tu sais, parce que c'était 2 pitounes qui ramassaient en char, puis tout ça. Ah, Rolls-Royce, en plus. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, il est allé travailler, il est allé passer sa journée enregistrant en studio avec les Beach Boys. Il revient chez eux, puis Charlie, c'était Charles Manson. Puis il l'attendait chez lui. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Nice. Nice. Il a eu peur un petit peu au début, mais après une coupe de joints puis une coupe de bière, puis aussi le fait que Charles Manson l'attendait avec une 12aine de jeunes filles pas bien habillées, ils sont devenus amis assez vite. Ben non.
Ben oui. Ben voyons. Et oui, parce que c'est ça. Non, Dennis, comme j'ai dit, c'était lui qui était cool. Donc, ben cool, c'est relatif. Là. Moi, ce que je trouve cool, c'est Star Trek. Fait que ça veut-tu dire que je trouverais Dennis cool? Je sais pas, mais... Ben, mettons, là, que quelqu'un te lance un Star Trek party, que tout le monde porte comme les petits gilets, mais c'était des bikini babes. Là. Oh! Mais tu sais que c'est genre Hitler qui est là, and he's throwing you the party. C'est quoi le rapport? Tu deviens-tu ami avec... Ben là, Charles Manson, Hitler, on avait à peu Sauf près... qu'il connaissait pas Charles Manson encore. Personne le connaissait. Oui, mais qui fait attention. Tu sais, tu trouves que sa petite moustache est drôle, puis il me semble que ça n'a pas rapport. Hitler? Puis ouais, puis là, il t'offre une coupe de bière, puis il y a des bikini babes. T'es-tu down avec ça, même si personne t'a dit? Toi, tu serais mad, c'est ça l'affaire. Tu serais comme, why are you all in my house? Genre? Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je voudrais serais Chris pissed. Lacan. Dennis Wilson, lui, c'était le fast living guy. Donc, il cherchait toujours des façons de découcher de toute façon. Fait que lui, il y avait 12 filles à la maison. Je veux pas qu'on part trop de ça, mais je vois toujours ça dans des films, puis il me semble, je serais comme, vous êtes qui? Puis tout le monde serait comme, oh, we threw a party at your house. I'd be like, get the fuck out! Allez-vous-en! Qu'est-ce qu'il fait ici, tabarnak? Comment vous avez rentré? Who let you in? Stop drinking my beer! Puis, non, mais c'est ça, personne connaissait Charles Manson à l'époque, puis il disait que c'était un musicien lui aussi, puis il montrait ses compositions, puis la plupart du monde trouvait ça bon. Dennis l'a présenté à un paquet de personnes avec qui il enregistrait, puis il essayait de l'aider à trouver un contrat. Neil Young connaissait Charles Manson, puis Neil Young disait que c'était un bon musicien. Ben, Hitler était bon, il faisait des beaux dessins. Hitler, c'était He was an un archive. peintre pas pire, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, Dennis s'est mis à parler de Charles Manson dans les magazines. Il l'appelait The Wizard. Ils sont devenus amis, puis Manson puis son clan ont commencé à habiter chez lui. Oh non. Ça y a coûté à peu près 100 000 $. Donc ça, on parle de 1968. Ça équivaut à 740 000 $ aujourd'hui qu'il leur a acheté en voiture. Un char à 20 000 $ à l'époque qui ont fait un accident qui est devenu une perte totale. En linge, en nourriture, en pénicilline aussi, parce que toute la famille Manson avait la gonorrhée. I believe that. Oh, ouais, OK. Ouais. Donc, ils ont écrit des chansons ensemble. Puis c'est ça, il en parlait à tous ses collègues puis au magazine. Puis il disait que le gars avait des super idées. Puis éventuellement, il l'a présenté à Terry Melcher, qui était le producteur des Byrds. Terry Melcher, plus tard, a loué sa maison à Roman Polanski puis Sharon Tate. On va y revenir à ça. Ouais, ben, ouais. En septembre 1968, avec les Beach Boys, Dennis enregistre Never Learn Not to Love, qui, a pris à bord, a l'air d'être une très belle chanson. Sauf que c'est remanié de Cease to Exist, une chanson dont on peut écouter la version enregistrée. Il y a l'album, il l'a sur YouTube, de Charles Manson. Yes. Ouais. Tous les crédits puis les royautés. Bon? Tu l'as-tu écouté? Ouais, ben la version des Beach Boys, ils ont changé toutes les paroles, puis l'instrumentalisation est un petit peu plus cheerful, tu sais. Mais donc... tu l'as-tu écouté, la tune de Charles Manson? Ouais, puis il y a de quoi d'épeurant, mais juste le nom, c'est Cease to Exist, fait que c'est louche tout le long, les paroles. Non, hold on. Did you like the Charles Manson song? Ça m'a fait frissonner un petit peu. Ouais, ben bien. Non, mal à cause de Charles Manson. J'imagine que ta question, c'est plus hors contexte. Si je savais pas c'était qui Charles Manson, est-ce que j'aurais aimé ça? Est-ce que tu serais comme, yes sir, Cease to Desist, t'as-tu entendu ça? J'aurais peut-être trouvé que c'était pas pire, tu sais. Mais là, c'est vraiment difficile de divorcer l'homme de l'art. Ouais, ok, parfait. C'est juste ça, ma ligne d'interrogation. Les crédits d'écriture puis les royautés sont évidemment allés à Dennis. Puis Manson était en beau maudit, il voulait de l'argent. Donc, il est allé faire des menaces de mort à Dennis, évidemment. Puis ça a été une source de conflit entre les deux, comme de raison. Dennis s'ostinait qu'il avait déjà donné assez d'argent, puis tout ça. C'est toujours de l'argent. Ouais. Les tensions ont continué d'escalader. Parce qu'à un moment donné, Charles Manson, il était avec Dennis, puis il est sorti une balle de fusil pour lui montrer. Puis là, Dennis, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, calice? Puis Charles, il répond, ben, c'est une balle. Puis à chaque fois que tu vas la voir, j'aimerais que tu penses à ta femme, puis à tes enfants, puis à comment t'es chanceux qui sont sains et saufs. Van Dyke Parks, qui écrivait les paroles pour les Beach Boys, était là pendant cette interaction-là. Il dit que Dennis a attrapé Charles Manson par la tête, l'a crissé à terre, puis il a sacré une volée jusqu'à temps qu'il pleure devant tout le monde. Charles, ça? Oui. Man, that's something you do to a mass murder. Mike Love puis Bruce Johnston, deux autres membres des Beach Boys. Bruce a joint au milieu des années 60. Était invité à un dinner party chez Dennis à un moment donné. Puis il se pointe là, puis toute la famille Manson est avec eux.
Mike et Bruce étaient les seuls qui portaient des vêtements à peu près. Puis quand le dîner était fini, ça s'est ramassé en orgie. Puis Mike Love était comme faut que j'aille prendre une douche. Il essayait de s'en sortir, tu sais. Puis il disait que c'était une journée où il faisait bien chaud. Puis il s'en retournait travailler après. Puis, ouais, c'est ça. Puis tout ça. Puis une des filles tout nues et Charles Manson, pas habillé, sont venus le voir dans sa douche pour lui dire hey, t'as pas le droit de quitter le groupe. Fait que lui puis Bruce, ils se sont rhabillés au plus crisp puis ils ont déguerpi. Ils ont décollé, mettons. Mm-hmm. Puis il y a aussi, je pense, c'est dans sa biographie, Mike Love dit qu'il a assisté à un meurtre de Charles Manson où il aurait tiré un gars avec un M16. Mais en même temps, dans une autre entrevue, il dit que la seule fois qu'il a interagi avec Charles Manson, c'était l'histoire de la douche. Fait que je ne sais pas si la source était de la bullshit ou si c'est lui qui se contredit. Le ghostwriter de ce livre, l'histoire n'est pas assez intéressante parce que c'est Mike Love. Exact. Fait que non, puis je tiens à dire aussi, toutes les histoires que je raconte, je suis allé chercher ça dans un paquet de sources qui sont décrites en grand détail. Plein de détails que je vais négliger de dire parce qu'on a une quantité de temps limitée. Puis de ces articles-là, il aurait pu faire un documentaire qui existe. Puis de ce documentaire-là, puis de tous les témoignages, j'aurais pu faire un livre, une biographie au complet. Donc on n'a pas de temps pour tout parler de ça. Non, c'est sûr et certain. Non, vraiment pas. En 1969, Dennis en a assez. Il se sauve de sa maison, carrément. Il laisse toutes ses affaires-là, puis il la laisse au clan Manson. En août 1969, les Manson assassinent Sharon Tate et les autres personnes dans la maison qui avaient été louées par Roman Polanski, qui lui était en vacances ou en tournage, je pense. Sharon Tate, il était en Europe, me semble. Je pense qu'il était en Europe. Sharon Tate qui était enceinte de 8 mois et demi. Ouais, il est arrêté en novembre, puis ça a pris vraiment du temps avant que Dennis accepte d'en parler dans une entrevue. Il voulait rien savoir, il voulait pas revenir là-dessus. Il a refusé de témoigner au procès des membres de la famille qui ont été arrêtés. Puis dans les années 70, quand il a fini par en parler un peu, il disait qu'il se sentait vraiment coupable, évidemment, mais il refusait d'en profiter parce que ça aurait pu être facile pour lui d'avoir des deals pour des apparences, pour des entrevues, pour un livre, faire de l'argent avec ça. Puis il se sentait directement responsable d'avoir amené ce fucké-là à Hollywood puis de l'avoir présenté au gars qui a loué la maison à Sharon Tate. Fait que là, qu'est-ce que t'essayes de me dire, là? Ouais. De ton groupe préféré, là. America's Greatest Band, là. It's their fucking fault that Charles Manson happened. Dennis pensait que oui. Ben, moi, je te dis que the evidence is there, mon gars. Là. Puis, je pense qu'on a déjà fait bien des jokes là-dessus. C'est pas la première fois que je sors ce statement-là pour on en parle, mais là, now I got you. Mm-hmm. Puis il y a personne, il y a pas de Bruno, puis tout le monde qui peut rire en nous autres, là, puis dérailler la conversation. Là. Non, je t'astinerai même pas là-dessus. C'est Dennis Wilson qui a créé Charles Manson. Non, franchement, c'est pas ça, là. C'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. En sa défense, il y a plusieurs autres musiciens et des personnes de l'industrie qui disaient si ça n'avait pas été Dennis, Charles était un parasite charismatique qui se serait collé à quelqu'un d'autre puis qui se serait rendu à faire des atrocités pareilles. Il se serait incrusté dans le milieu. Charles Manson, same thing. Ben, à peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est ça l'a rouvert les années 70 pour Dennis comme ça, où ça l'a enclenché sa spirale vraiment de comportement autodestructeur qui, certains disaient que c'était peut-être déjà enclenché avant, mais là, l'abus d'alcool, de cocaïne, puis d'un paquet d'autres affaires dont on va arriver plus tard, ça a vraiment empiré là. Il a gardé un semblant de contrôle pendant un bout. Comme j'ai dit, en 70, l'album Sunflower est sorti, c'est excellent. En 1971, il a joué avec James Taylor, un autre musicien, dans le film Two Lane Blacktop, qui est un film de road trip. Dennis jouait un mécanicien. T'as-tu déjà vu ça? No, Rob Zombie did a song called Two Lane Blacktop. Pour vrai? Ouais. Le pire, c'est que c'est peut-être à cause de ça. C'est Rob Zombie. Il y a beaucoup d'imagerie de Charles Manson aussi dans du Rob Zombie. Exactement. Sais-tu pourquoi? Parce que Rob Zombie, c'est un gros crise de nerd. Un gros crise de nerd. Fait que c'est ça, Dennis jouait un mécanicien. Comme Mike Love. James Taylor fait le pilote, puis ils sont un peu perdus en quête de sens dans un film rempli de métaphores, à faire des courses illégales aux États-Unis, puis ils vivent de ça, course après course. Dans les années 1970, Brian il est complètement out, il pèse 300 livres, puis il sort pas de sa chambre, puis il se lave plus. Dennis devient co-frontman des Beach Boys avec Mike Love. Après l'album Holland, qui est assez bon, enregistré en 73, il passe 3 ans sans enregistrer de nouveau matériel. Puis pendant ce temps-là, sa voix à Dennis a vraiment détérioré. Plusieurs affaires. L'alcool, la cigarette, l'abus de coke, puis un coup de poing qu'il aurait mangé dans la gorge.
Donc, sa voix s'est détériorée. C'est devenu beaucoup plus rauque. Ça donnait quand même une espèce de qualité qui était mélancolique, poignante, triste, qui a donné une autre dimension à ses chansons. Franchement, j'haïs pas. Mais son comportement aussi s'est détérioré, y compris sur la scène. Il était saoul, il était plus capable de garder le rythme tout le temps. Ça y arrivait de faire du streaking, là, vraiment courir tout nu puis se déshabiller sur le stage. No. Ouais, il n'y a pas de vidéo de ça. Je pense que ça va contre les guidelines de YouTube. Mais créativement, ça continuait. Il écrivait des excellentes chansons. Dans ces années-là, il était à un party avec Billy Preston, puis il a co-écrit You Are So Beautiful, qui est devenu un gros hit pour Joe Cocker. You are so beautiful to me. Il n'y a jamais eu officiellement les crédits pour ce tune-là, même si dans notre logiciel de karaoké, le Caraphone, il lui donne. C'est écrit Day Wilson. Mais officiellement, il n'a jamais fait une scène avec ça, sauf qu'il la faisait toujours dans les encores, les rappels pour les concerts, pour chanter la pomme au feu dans le public. Fait que c'était connu, dans le fond, que Dennis y avait écrit. Oui, c'est ça. C'était, les gens le savaient, mais il n'a jamais demandé une scène pour, parce que c'était pas ce genre de gars-là. L'argent et les possessions matérielles l'intéressait pas, à part le fait qu'il aimait dépenser pour de la drogue. Was it for Coke? ouais. The Coca-Cola, the best soft drink in the world? J'ai même un montant plus tard pour une dépense de Coke qu'il a faite. S'il peut battre le Steven Tyler... On verra tantôt, OK? On verra ça. En 77, écœuré de se faire étouffer créativement par les Beach Boys qui mettent pas ses tunes sur les albums parce qu'ils sont comme « Don't fuck with the formula ». On va essayer de recommencer à faire des tunes comme dans le bon vieux temps parce que nos albums pognent pas. Il s'en va chercher un contrat pour faire un album solo. C'est Caribou Records qui y donne avec un avance de 100 000 $. Et en 77, il sort Pacific Ocean Blue, un vraiment excellent album. À mon avis, le meilleur album solo de n'importe quel membre des Beach Boys, y compris Brian. Puis un des top 5 de tous les albums, de tous les membres du groupe confondus, y compris sous le label Beach Boys. Ça l'a quand même vendu plus ou moins 300 000 copies. Ça l'a piqué au niveau 96 sur le Billboard. Donc, c'était pas excellent, mais c'était quand même, ça s'est mieux vendu que n'importe quel des albums des Beach Boys à cette époque-là. C'est ça. Ils l'ont laissé un contrôle créatif à 100% dans le studio où ils pouvaient faire qu'est-ce qu'ils voulaient, prendre les décisions musicales qu'ils voulaient, tant qu'il y avait une structure de travail, puis ils disaient tu commences pas une autre tune avant d'avoir fini celle sur laquelle tu travaillais, puis tu rentres à tous les jours. Puis dans ce contexte-là, dans ce barème-là, ça allait vraiment bien. Sa vie personnelle, elle allait relativement bien pour Dennis Wilson. Il était marié, il était rendu à son 3e ou son 4e mariage, rendu là. mais ça a bien été pendant un bout. Je suis plus sûr que c'était avec laquelle. C'était peut-être la fille de Fleetwood Mac. Il était marié avec pendant un bout. Donc, c'est ça que je disais. Sa vie personnelle allait relativement bien. Il y avait une maison. Il s'est acheté un bateau avec lequel il est tombé en amour, un gros yacht de genre 60 pieds qui est appelé The Harmony. Puis il était, encore une fois, dans le contexte que c'est Dennis Wilson, Mr. Rock'n'Roll, il était en contrôle. Ça allait bien. Sauf que avec tous ces problèmes personnels qui s'en venaient quand même, puis les ventes de l'album qui étaient moyennes, ben il y avait une tournée solo qui était planifiée d'être financée par son label. La tournée a été annulée. Son 2e album aussi, il a commencé à travailler là-dessus, sauf qu'il s'en venait de plus en plus fucked up, puis qu'on s'en met de plus en plus, ben ça a été annulé aussi. Vers la fin des années 70, début 80, il a commencé à prendre de l'héroïne. Puis sa voix empirait. Oh no! Ouais. Oh no! Sa voix empirait encore plus. Elle était réduite à pratiquement juste 1 octave. Là. C'était. Imagine la pire voix de cigarette. Là, dans les années 70, il y avait de la misère à chanter un petit peu comme avant, mais ça sonnait bien pareil. Dans les années 80, il y avait de la misère à parler. C'était comme Lulu, un petit peu. Là. C'était vraiment dur. T'sais. Oh, wow. Rock and roll Dennis Wilson. Ouais, dans début 80, il a convaincu Brian, qui était lui-même en réhabilitation. Il avait fait son premier stint avec Dr. Gene Landy, qui est une autre histoire au complet. Oui. En tout cas, il avait lui-même ses problèmes. Il a convaincu Brian de lui acheter pour 15 000 $ de coke. Fait qu'on arrive à ton chiffre. C'était comment, toi? Oh non, Steven Tyler, il avait fait une émission à un moment donné. Il était sur Late Late Show avec James Corden. Pendant qu'une game, si je m'en souviens bien, ça s'appelle
spill your guts sur fill your guts. Il faut qu'il soit. Ouais, c'est ça. Tu réponds à une question, tu manges l'affaire. Fait qu'il demande comment il pense qu'il aurait payé dans sa vie pour de la coke et de la drogue et tout ça. Que Steven Tyler, nonchalant, crée son couteau dans l'affaire qu'il était supposé de manger. He's like, $2 million. And everyone's just like, whoa! And I was like, oh my God! Ouais, mais 2 millions en une vie, puis il est rendu à 73 ans. Tu sais, je sais pas, 15 000 $ d'un coup en 1980. Je pense que Steven, ça doit faire au moins 10-15 ans qu'il doit être. Je sais pas s'il est complètement à jeun, mais qu'il est pas, il est pas le Toxin Twin. Comme Ozzy, là, il s'est parce qu'il est fou, tu sais, si on regarde ça, je sais pas s'il y a des histoires officielles, mais c'est sûr et certain qu'il y a quelque part dans l'histoire que Dennis Wilson, Steven Tyler et Joe Perry, qui est le guitariste d'Aerosmith, doivent faire de la coke ensemble. Là. Parce que dans le timeline que tu me donnes, c'est le timeline qu'Aerosmith commence à faire du rock. Là. Est-ce que Aerosmith était basé en Californie? Non, eux autres, ils viennent de Boston. OK, bon. Mais dans le passage de faire du rock'n'roll, mais tu sais, si Aerosmith, leur premier album sort à 75. Déjà là, Joe Perry et Steven Tyler sont connus comme les Toxic Twins. Que je pense que d'ici quasiment la fin, au début des années 80, je pense qu'ils ont fait 2 overdoses chaque. Fait que... Encore, c'est pas irréaliste de penser que peut-être que Dennis Wilson et Steven Tyler ils ont déjà fait des grosses crises de track ensemble. Non, ça se pourrait à 100%. Puis si j'écoute les numéros, ça doit être Steve qui a payé. Probablement, oui. Puis après que les autres Beach Boys aient entendu ça, l'histoire du 15 000 $ de coke, quelqu'un, probablement Mike, a envoyé le bodyguard de Brian, puis... Puis Stan Love, le cousin de Mike. Narc, man. C'est non face à quoi. Ils ont envoyé aussi Stan Love, le cousin de Mike Love, qui est un joueur de la NBA, pour aller se pointer à la porte d'entrée de Dennis, puis ils ont crissé une volée à 2. Ils ont été chargés. Ça règle quoi, ça? ils ont payé une amende de 1000$, puis ils ont eu une injonction, puis c'était ça. Mais ouais. En novembre 1983, les Beach Boys ils ont finalement dit, après l'avoir averti longtemps, puis Dennis pensait qu'il allait rien faire, que c'était le temps qu'il aille en désintox comme Brian, ou bien non, il le bannissait du groupe. Il disait, t'auras plus le droit de jouer avec nous autres, c'est impossible à supporter ton comportement. À cette époque-là, Dennis était rendu sans abri. Il avait perdu sa maison, il avait perdu son bateau. Il errait de divan en divan chez des amis, d'hôtel en hôtel. Il était en relation on and off avec sa femme qui a marié quand lui était rendu à 39 ans, environ 38-39 ans. Puis il a marié une fille de 19 ans qui s'appelait... Attends un petit peu, je vais te le sortir. Là. Sean Love Wilson, qui serait la fille illégitime de Mike Love. Alors, ça, c'est oh my God, OK. Ouais, non, je te laisse continuer. Mike Love refuse d'admettre que c'est lui le père, mais elle affirmait dur comme fer que c'était la fille de Mike. Donc, il était en relation on and off avec elle, toujours en train de boire, toujours en train de se geler la face. À un moment donné, il est allé en thérapie pendant 2 jours. Il est sorti, il a recommencé à boire tout de suite. Le jour de Noël, le 25 décembre, il s'est battu dans un hôtel. Parce qu'un des amis de son ex-femme, justement, Sean Love Wilson, il y a eu une altercation, puis il a sacré une volée. Fait qu'il s'est pointé à l'hôpital pour ses blessures. Il est sorti de l'hôpital après quelques heures avec des points de suture. Il a recommencé à boire tout de suite. Le 28 décembre 1983, c'était 3 semaines après son 39e anniversaire. Il a bu toute la journée. Il est tombé sur des amis des connaissances en Californie qui avaient leur gros bateau, eux autres aussi. Ils sont allés ensemble dans un liquor store, s'est acheté de la vodka puis du jus d'orange pour se mixer des drinks. Puis ils ont dit, on va passer la journée ensemble, on va aller se promener en bateau. Puis ils sont partis. Ils sont allés où est-ce que son ancien bateau, le Harmony, était amarré avant. OK. Puis il s'est mis à plonger pour le plaisir, puis il a commencé à ressortir avec des affaires. Il a dit, hey, j'ai trouvé un trésor, tu sais. Là, il y avait un sac rempli de petits changes. À un moment donné, il a trouvé un cadre avec une photo qui était... la photo était plus dedans, mais c'était un cadre que lui-même avait lancé dans l'eau à partir de son bateau il y a 3 ans, quand il s'est divorcé de son ex-femme, qui était l'autre d'avant. Il y en a eu 5 au total, je te rappelle. Oui. Il avait crissé un paquet de souvenirs dans l'eau. Puis là, il a commencé à retrouver de ces affaires-là qui étaient perdues dans l'eau depuis 3 ans. Fait que c'est dit... moi puis toi, là, il existait-tu pour de vrai, tu prends ces souvenirs-là, ou tu penses que c'était tout peut-être... imagination qui faisait. Non, c'est les personnes qui étaient dans le bateau avec lui ont confirmé. Il peut confirmer que les chances, pareil. Hein? Mais c'est ça. C'est God only knows comment que ça va arriver. Ça. L'eau était vraiment très peu profonde. C'était près du rebord. Puis
C'était toutes des affaires qui flottaient pas, puis il avait lancé ça en dehors de son bateau, fait qu'ils les ont retrouvés pris dans le sable. Ah, OK. Non, OK. Tu sais, dans ma tête, c'est vrai que s'il est pas trop loin de la... OK. Puis, dans ma tête, je suis comme, mais non, mais tu sais, j'ai déjà été sur le lac Blouin, là, c'était possible. Si je crisse quelque chose là-dedans, j'en retrouverai jamais. Mon petit chapeau de pêcheur que j'ai perdu quand j'avais 6 ans, je ne retrouverai pas, ce chapeau-là. Là. À un moment donné, il a trouvé une bouteille de vin pleine dans le fond de l'eau. Il a sorti ça, puis il a commencé à en boire. Il a continué de plonger pour ramasser des cossins. Ouais. Il a continué de plonger pour ramasser des cossins, puis à un moment donné, ses amis l'ont vu remonter avec des petites bulles, puis ils pensaient que Denis niaisait, puis ils l'ont vu redescendre. Mais il n'est pas remonté. Ils ont cherché une demi-heure jusqu'à temps de retrouver son corps, puis 3 minutes après, les médecins l'ont déclaré légalement mort. Noyé à 39 ans. C'est une histoire intéressante, ça. Hein? C'est plate que, me semble, c'est pas la première que j'entends qui inclut de la drogue, des bateaux, puis du monde qui se noie pour des raisons X. Mais tu sais, c'est toute une vie. Puis il y a tous les highs créatifs, puis tous les lows qui font une bonne histoire juteuse. Puis bien franchement, je pense que ça aurait été le fun pour son legacy, puis pour qu'on voit les ravages de la drogue, puis l'alcool, puis de ce mode de vie-là. Ça aurait peut-être été le fun qu'il y ait un film là-dessus. Puis il a pas assez proche d'avoir un film là-dessus. Et je pense que tu m'en parles souvent qu'il a pas assez proche d'avoir un film là-dessus. Ça allait s'appeler The Drummer. La famille Wilson, tu sais, ses enfants. Donc, les personnes qui gèrent son patrimoine ont organisé ça avec une compagnie de production. Il y avait un budget. La pré-production était commencée. Il y avait un casting de fait. Et la personne qui était engagée pour jouer Denis, c'était Aaron Eckhart. Oh my God, was it Aaron Eckhart? Aaron Eckhart! Je vais faire semblant que je suis surpris, même si je connais l'histoire. Oh my God, Aaron Eckhart! Puis mon boy A. Eckhart! C'était vraiment un excellent choix de casting. D'un, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Là. C'est vraiment effrayant. C'est le botchin pour les yeux. Ouais, c'est absolument. Puis il a appris à chanter puis à jouer du piano puis du drum pendant 6 mois avant le tournage du film. Puis on parle d'Aaron Eckhart quand même qui a eu un grand succès jusqu'à cette période-ci. Oui, Batman s'est pogné au bout. Là, on débarque fresh de ça après qu'on a débarqué Thank You for Smoking avant qu'il faut encore que je le fasse écouter. Puis finalement, à place d'avoir The Drummer, ben, il a terminé de tourner I, Frankenstein puis il a dit qu'il était trop fatigué. I was given life 200 years ago. I am like none other. I know who you are. I'm a monster. You're only a monster if you behave like one. The Gargoyle Order was commanded into being by the great Archangel Michael. It is our sacred duty to wage war against the demon horde. There's a war humans don't know about. It's been going on for centuries. Could mean the end of all mankind. You cannot save the human race. Nothing can stop their demise. Bring me Frankenstein. This ends tonight. Fait que vous savez-tu quoi, cher écouteur du Karaokast? On a regardé I, Frankenstein juste pour vous. Tabarnak! Vous pensez tout, là je suis debout là, que je fais un speech que je ferai au karaoké. Vous pensez tout que c'est une petite histoire de Dennis Wilson? Ben non, c'est un fucking movie review sur I, Frankenstein. Est-ce que I, Frankenstein valait de perdre... Holy fucking shit! Est-ce que I, Frankenstein valait de perdre une histoire que même si toi tu te crises des Beach Boys aurait franchement été un bon film? J'ai regardé The Drummer. Oh my God, mon gars, I, Frankenstein. Moi, c'est bien facile, j'ai même pas payé pour. Je pense que toi, t'as payé pour le louer. C'était-tu le cas? Non, je l'ai écouté sur Amazon Prime aussi. J'étais content parce que sinon, j'aurais fait fuck, faut que j'aille le payer à 3$ sur iTunes. Moi, sur ça YouTube. commence de même. On a cette idée-là, on parle de ça. Moi, j'ai un ami qui est un petit torrenter, un petit hacker, puis on a tout un plex ensemble qui met des films, puis on peut lui demander. Je peux dire, Brad, can you get me this movie? Puis généralement, il est capable. Fait que j'ai envoyé, hey, Brad, could you get I, Frankenstein? Là, il te répond pourquoi? Oui. Puis là, je dis, non, c'est just can you get it? Il est comme, ouais.
c'est à peu près le seul film que j'ai déjà regardé, que je me suis endormi 20 minutes en le regardant, mais ouais, OK. Puis j'ai expliqué le concept, ça disait comme « Ah, c'est OK, c'est drôle. » Je suis comme « Moi, je veux pas regarder I Frankenstein de bonne volonté. » là. Ça me tentait pas non plus. Non, puis... Hey, man, c'était plate. Là, on a déjà parlé de I Frankenstein puis du drummer avant. On a-tu parlé dans l'heure des rois pour le FME? On a fait des jokes de Charles Manson que t'arrêtes pas de m'arrêter de faire aujourd'hui. Ouais. Mais non, on s'est jamais rendu si loin que ça. On dirait qu'à cette heure que c'est notre show à nous autres, j'ai un petit peu plus peur. Je suis comme, oh non, Mais pourquoi? Je sais pas. It was 50 years ago. Tout le monde a fait des... C'est correct. Once Upon a Time in Hollywood, c'est ça. pratiquement une joke de Charles Manson. T'as raison. Quentin Tarantino, il a fait un film, il a sauvé Sharon Tate. Puis, And no one bats an eyelash. Mais Aaron Eckhart, il veut pas faire de drummer. La famille Manson se font mordre les couilles par un gros chien qui appartient à Brad Pitt. They kill him with a flamethrower. Oh, excuse, spoiler alert. Fait que... non, c'est ça. Quand on en a parlé avant, je te disais, finalement, il a pas fait de drummer parce qu'il a dit, je vais aller faire I Frankenstein à la place. Puis je me suis trompé. C'est pas le même, ouais. C'est pire parce qu'il y avait un tease. Il était comme, ouais, je vais le faire. Puis là, il a fini I Frankenstein. Puis il a dit, ben non, j'en peux plus, là, faut que je me repose. Ben non, parce que tu sais, c'était tellement un film dur à faire, là. Ils ont jamais retrouvé un aussi bon acteur pour le casting. Le projet a été complètement abandonné. C'est parce que, tu sais, oui, là, tu sais, même si tu rajoutes que si I Frankenstein aurait, d'une façon quelconque, parce que c'est un fucking mauvais film, mais il aurait eu trouvé un succès. Là, en plus, t'aurais Aaron Eckhart qui était pas juste Two-Face, mais qui était Adam dans I Frankenstein. Hey, c'est subtil, ça, Adam. Puis tu crisses ça sur le fucking poster. Puis là, en plus, là, c'est encore un film plus legit. Mais non, sans savoir même que le film, c'est un nasty flop, il était trop fatigué pour faire de drummer. Non, c'est ça. Fait que Alex Martel, il a entendu parler de ça, là. Puis depuis ce journée-là, il vit une rage. Ah oui, depuis ce temps-là. Piste. Depuis ce temps-là que j'ai envie de chier sur I Frankenstein parce que je l'évitais, mais je me disais, si je veux vraiment chier dessus, faut que je le regarde. And here we go. Est-ce que ça valait la peine? Je le sais pas, mais on est là, fait qu'on va le faire. Pourquoi calisse que les gargoyles, c'est des bons monsieur dans le film? Je comprends pas. On va en parler, j'ai mon opinion, OK? Le film commence avec un prologue qui est l'histoire de Frankenstein. Pas mal comme le roman de Mary Shelley, là, plus que le film avec Boris Karloff. C'est assez fidèle jusqu'à l'apparence du monstre de Frankenstein qui a des longs cheveux noirs, qui est pas nécessairement laid et difformé à part ses cicatrices. Puis ça dure environ 5 minutes. Puis ça refait tous les gros points de le docteur qui fait sa créature. Il la rejette parce qu'il s'est rendu compte qu'il a joué à Dieu, puis ça le dégoûte. Pour se venger d'avoir été rejeté, le monstre va tuer la femme du docteur. Le docteur le poursuit jusqu'en Antarctique, je pense, meurt de froid, et le monstre s'en va pour l'enterrer. Ce bout-là, j'ai bien aimé parce que Frankenstein, tout court, c'est une bonne histoire. Là, j'étais comme, OK, c'est quand même prometteur. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va passer un petit peu de temps avec le monstre de Frankenstein qui reflète sur son existence maintenant? Bon, il voulait tuer son créateur, mais maintenant qu'il est mort, est-ce qu'il est plus heureux? Est-ce qu'on va le voir sombrir dans ses passés puis avoir de la misère à vivre tout ça? Non. Dès qu'il met le docteur dans le trou dans le cimetière, il a même pas mis une pelletée de terre encore. Les démons arrivent puis s'en viennent attaquer le monstre pour voler le journal du docteur Frankenstein. Oui. Immédiatement, dans une scène d'action avec des effets spéciaux que Terminator 2 les ferait rougir. Là, pire que les films Resident Evil. Là. Ouais. Qu'à ce point-ci, je pense même plus. Je pense qu'il en restait un à faire. Là. Je pense que oui. Je pense qu'il en restait juste un. Hey. Donc, on a une grosse scène d'action full remplie de schlock. Il y a un peu de dialogue dedans, puis ça nous met le ton pour le reste du film. Tous les dialogues, ce ne sont que de l'exposition. Puis, on n'a pas un moment... Il n'y a rien de réaliste dans l'exposition en plus. Non. On n'a pas un moment comme qui respire, comme par exemple... Moi, un exemple que j'ai d'un film qui est pratiquement parfait, c'est Mad Max 4 Fury Road. Oui. Dans Mad Max 4, les personnages parlent pas beaucoup. Chaque réplique est importante, a un poids, puis il y en a très peu. Sinon, il te laisse respirer dans cet univers-là, puis absorber ce que tu vois pour faire le world building. Dans I Frankenstein, t'as des personnages qui se parlent entre eux puis se disent des choses qu'ils devraient déjà savoir pour expliquer c'est quoi l'histoire puis la mythologie de ce monde-là. Puis on dirait qu'ils s'attendent à ce que, ben là, t'as vu le prologue, tu connais Frankenstein, ben regarde, tu l'aimes déjà, tu t'es identifié à ce personnage-là. Yes! Il te laisse pas. Aucune autre raison de s'en calisser. Non. À part, hey, wow, he's like you.
C'est ça. Wow! Puis, là, c'est les gargouilles viennent aider le monstre de Frankenstein puis l'amènent dans leur espèce de cathédrale. Tu sais, tu te demandais pourquoi les gargouilles étaient les gentils. J'ai une couple de réponses pour toi. Non, Go. Je reconnais pourquoi. De un, il y avait les gargouilles dans le film du Bossu de Notre-Dame de Walt Disney. Qui était la pire partie du film, mais il était gentil. De deux, il y avait le show Gargoyles, qui était le dessin animé avec les gargouilles, qui étaient des gentils aussi, où la plupart des voice actors, c'était le cast de Star Trek La Nouvelle Génération. Fuck you. Okay, go. Puis aussi, la vraie raison, d'après moi, c'est qu'ils ont fait « Ah, ben là, les méchants, c'est les démons. Fait que les gentils, il faudrait que ça soit les anges. » Mais non, les anges, c'est ben trop évident. De toute façon, c'est pas cool, un ange. C'est genre full angélique pis tout avec des ailes blanches. Fait que les anges, ils ont créé les gargouilles pour être leurs chevaliers. Même idée, mais comment que je pense que ça s'est passé pour de vrai. Hey, boss, je pense à des cool action scenes que j'ai vu dans un film en 2002, là, qu'il y a quelqu'un qui vole par-dessus les autres puis arrête pas de les tabasser puis c'est super cool. On met ça un ange? Ah non, des anges. Ah, c'est overplayed. Ben oui. Gargoyles. Oh yeah! Gargoyles! Mais rappelle-toi, ils ont dit que c'est les anges qui ont créé les gargouilles. Puis quand les démons se font tuer avec les armes mystiques de l'ordre des gargouilles, ils sont descendus en enfer. Puis quand les gargouilles se font tuer avec les armes mystiques des démons, ils sont remontés au paradis. Pis c'est quoi, genre, le reste du temps, si tu le frappes juste avec comme une crowbar puis tu casses la tête, il revient puis il est comme haha, pis t'es comme oh. Il meurt pas, ça marche pas. It's so stupid. Puis aussi, ils peuvent les tuer en dessinant l'espèce de croix qui est pas la sur croix. N'importe quoi! C'est ça, qui est pas la croix catholique parce que j'imagine qu'ils voulaient pas frustrer les groupes religieux. Fait qu'ils ont fait une espèce de croix avec plus de pinouches. Ouais, ben puis en plus ils descendent en ordre, so stupid, cause I guess ça peut représenter que ça descend. Donc c'est ça. Les gargouilles ramènent le monstre de Frankenstein pour rencontrer leur reine. Puis ils sont comme c'est rien qu'une chose, c'est une créature, c'est un monstre, on devrait l'achever tout de suite. Mais là, he's a man. C'est ça, la reine des gargouilles a dit non. C'est pas une chose, c'est une personne, c'est un être. Puis là, regarde les beaux grands yeux bleus d'Aaron Eckhart et comme je vais l'appeler Adam. Là, je suis comme fuck you! Moi, là, j'étais vraiment pas fier, là. Adam. Parce que, tu sais, elle a mis un genre sur la personne, elle a mis un sexe, elle a dit he's a man. Ouais. Pas fier. Ouais, mais Aaron Eckhart, c'est pas il a pas demandé qu'est-ce qu'il a identifié. Elle a été chanceuse. Mais c'est ça. Elle est tombée dessus. Mais pas d'accord. Fucking pas d'accord. Elle aurait dû dire. Pas d'accord avec le reste du film, je vais attaquer ce point-là. C'est ça. Elle aurait dû donner un pronom non genré, puis après ça, Adam aurait pu dire non, c'est correct, tu peux dire le he. C'est ça. They are at... Comme le gouvernement est rendu qui fait. Oui, ils sont supposés utiliser des pronoms non genrés, puis après ça, tu te dis celui que tu préfères. On préfère bien d'autres jokes du gouvernement, mais qu'est-ce qu'ils font au moment, là, malgré tout ça? Là, mais est-ce que... Non, moi, je suis quand même d'accord avec ça. Ça fait juste chialer les vieux. Non, j'allais faire des jokes de Chad Trudeau qui est en train de plus ou moins faire tasser du monde américain sur leur territoire avec des polices militaires. Là, ouais. Je m'en allais à la joke. Mais c'est quoi c'est pas pire que ça, je voudrais pas dire ça. Qu'est-ce qui est pire que ça, because that's really bad. Mais on va revenir à I, Frankenstein, qui est un hostie de crise de mauvais film. Tabarnak! Bro! On en parlait. Puis hey, je l'ai dit encore. Écoute, je peux m'imaginer que si ce film-là était sorti dans les années 80 avec une gang de no-name, peut-être genre Dolph Lundgren à la place de Aaron Eckhart, puis que ça avait tout été des effets spéciaux pratiques, genre des costumes puis du maquillage, que les gens s'en rappelleraient comme « Ah, c'est un B-movie qui est le fun, tu sais. On va acheter le DVD comme regarde, j'ai Cobra en DVD de Sylvester Stallone. Ça aussi, c'est à chier, mais c'est le fun. » Mais c'est parce qu'en 1980, les affaires de fantasy comme ça aurait été relativement... je veux pas dire unique, mais ça aurait été plus unique, plus original. En 2017, whatever, 2014 que ce film-là est sorti? Oui. 2014? Oui, moi, c'est que oui. En 2014, c'était complètement dépassé. Moi, j'ai regardé ça puis je me disais, ça veut être comme un film de bande dessinée, comme Batman puis Underworld en même temps. Puis j'avais raison, c'est écrit par un des gars de Underworld, puis c'est basé sur un roman graphique. Oui. Hey, j'étais allé retourner la personne qui a écrit le film. Je m'en souviens pas son nom, c'est un whatever. Là. Il a aidé à écrire Collateral. Pour vrai? Ouais, avec Tom Cruise. C'est bon ça, Collateral avec Tom Cruise. And then 10 fucking years later, I, Frankenstein. On n'a pas juste des bonnes idées dans la vie. Tabarnak. Comme nous autres avec l'épisode non, j'ai retourné ça puis j'étais comme...
Quoi? Ouais. Je peux m'imaginer que si t'es quelqu'un qui trippe fantaisie d'action vraiment gritty, tu sais, que tu peux te dire ah ben oui, Frankenstein, ça a tout ce que je cherche, il y a du monde cool qui parle comme Batman avec une voix comme ça, qui se battent contre des démons puis ça explose. C'est sûr que c'est super cool. Si t'aimes ça, ok, tu vas trouver ton compte dans Frankenstein. Si t'aimes le bon cinéma, il y a plein d'autres films avec des thématiques comme ça qui sont pas mal meilleurs qu'I Frankenstein. OK, spoil alert, là, on va parler de la fin, là. On va y arriver plus tard à la fin. OK, tu veux pas être rendu à la fin, toi? Non, on va y aller en ordre chronologique, OK? OK, on est rendu où? On est rendu que, c'est ça, la madame, la reine des gargouilles, a donné son nom à Adam parce que ils peuvent pas avoir la croix catholique, mais il faut quand même qu'ils fassent des allégories religieuses, tu sais, au monstre de Frankenstein. Parce qu'il n'y a pas d'ange, pareil. Là, c'est pas religieux. Il amène Adam dans... Il y a des anges, c'est eux autres qui ont créé les gargouilles. Écoute, faut te suivre. Je suis, je veux dire, c'est pas dans le film. Fait que, tu sais, on pense pas toujours à la religion. C'est un throwaway line. Ah, c'était peut-être ça. C'était peut-être rien que ça aussi. Il voulait pas montrer des anges catholiques. C'est ça que je te dis, ouais, il voulait pas montrer le diable, tu sais, comme catholique non plus, pour pas frustrer. He's a demon prince. C'est ça, c'est le prince des démons. It's not Beelzebub, it's not Satan. It's the demoness Nefarious. Quelque chose de même. C'est Bill Nighy. Bill Nighy, là. Fait qu'il explique à Adam que les armées des gargouilles se battent contre les armées du prince des démons depuis toujours, tu sais. Puis comme dans Underworld. Puis il garde le livre du docteur Frankenstein, son journal, avec toutes ses notes sur ses travaux de comment est-ce qu'il a réussi à créer la vie à partir de la mort pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Là, ils disent « Hey Adam, ça te tente-tu de joindre notre armée? » Il répond pas vraiment, mais il l'amène dans une salle où il y a un paquet d'armes. Ils disent « Hey, ça, c'est toutes des armes ancestrales qu'on a créées, sont toutes vraiment ça à coche. Choisis la tienne, celle que tu veux, n'importe laquelle, puis est à toi, pour nous aider à nous battre contre les démons. » Fait qu'Adam, il fait comme « Celle-là. » Puis il pointe vers 2 bâtons. Ils disent « Non, tu veux pas celle-là. Celle-là, c'est de la merde. » C'est pas une épée, là. C'est ben trop pesant, puis c'est ben trop brut. La force brute, c'est pas assez bon. Tu sais, là, ils font vraiment une comparaison avec lui, puis les armes, puis tout ça. Fait qu'Adam, il est comme, pas subtil, là. C'est celle-là que je veux, tu sais. Fait que là, il part avec ses bâtons. Swing, mon gars, puis ils sont comme, wow! Wow! Il est swing, puis il est super bon, puis ils sont comme, wow! D'un coup que ce serait l'élu, tu sais. Oh, no way! C'est nos 2 vieux bâtons qu'on garde ici, puis on dit à personne d'utiliser. Lui, il va les utiliser. Mais ça se peut pas, tu sais, puis il peut pas être l'élu non plus, parce que c'est un monstre, il a pas d'âme. Mais non, wow! Imagine s'il y avait une âme. Imagine en fin du film s'il y avait un âme. âme. Hey. On flash à 200 ans dans le futur pour arriver à peu près à notre présent. Adam Frankenstein poursuit les démons dans la rue, ça se bat. Dans genre un nightclub. Ouais. Il y en a un qui finit par se sauver. Puis là, les gargouilles sont en beau calice après lui parce qu'il y a un policier qui est mort dans le crossfire. Là, les démons l'ont tué. Puis c'est même pas de sa faute à lui. Mais ils sont en maudit après Adam pareil parce qu'il faut une raison de se revirer contre. C'est le monstre de Frankenstein. Il est incompris perpétuellement. All hell. Et on s'en va vers l'usine du roi des démons qui est Bill Knightley, son nom? C'est Bill Nighy. Bill Nighy. Ouais. Bill Nighy qui joue un paquet de méchants dans des mauvais films. Je pense que son meilleur rôle, c'est dans Shaun of the Dead. Si tu peux flash une photo de Bill Nighy, on va dire « Ah oui! » Je peux juste faire ça dans la vidéo, pas dans le podcast. Oui, non, mais ça, je suis au courant. C'est le méchant dans le nouveau film de Detective Pikachu. C'est vrai, c'était lui aussi. That was Bill Nighy again. Moi, j'avais oublié. Ben oui, même genre de personnage aussi. Oui. C'est un sale riche corrompu qui veut du pouvoir pour lui. Au moins, la différence, c'est que dans Detective Pikachu, au début, t'es comme « Oh, he's a good guy. » And then, c'est un twist qu'on vient tout le monde peut voir arriver. Dès que je l'ai vu, c'est fait. Ben, d'un, c'est évident que c'est lui le méchant. Puis de deux, c'est Bill Nighy. Fait que, ouais, je peux te dire, pour certaines personnes qui connaissent moins Bill Nighy, aurait pu être comme « Oh no, he's the bad guy now. » Je suis sûr que les 9 ans et moins qui ont vu Détective Pikachu étaient bien surpris. Pendant que c'est arrivé, j'étais comme ben oui. Ben c'est ça. Non, his son was good. Ben oui. J'ai vraiment aimé ça, Détective Pikachu, mais c'était pas un scénario compliqué, tu sais. Mais c'est pas supposé de l'être. Non, c'est la différence, c'est que Détective Pikachu sait qu'est-ce qui est, puis qu'il a fait du bon cinéma avec. Ils ont fait de quoi de simple. Frankenstein is so simple it's stupid. C'est ça. Parce qu'il veut être intelligent, mais il l'est pas pantoute. Détective Pikachu, ils ont visé une histoire simple pour pas se planter, puis ça a marché. C'est ça. Je t'ai rendu où? Donc, c'est ça. Bill Nighy, qui est le boss de la méchante corporation qui fait des tests pour ramener les morts à la vie, tu sais, évidemment.
est aussi le prince des démons, parce que pourquoi pas, ça donne bien. Parce t'sais. qu'il va avoir une armée. Fait que tant qu'à C'est ça. faire, on va tout hedger nos bets à place de juste créer des démons facilement. Non, on va commencer à dig up des corpses du monde qui sont morts. On va les mettre dans une grande affaire underground. Un rack avec des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts Puis quand on va accrochés. finalement, 200 ans plus tard, Oui, on est 200 ans plus tard. comment faire le style d'affaires pour ramener du monde, c'est là. Parce que, hey, sais-tu quoi? Les démons ne peuvent pas prendre des corps qui ont un âme. Ben non, c'est pour ça qu'ils ont des cadavres, parce que l'âme est partie. Fait que... Puis là, collectivement, moi et Martin, on a entendu ce ligne-là, puis on a fait... On savait exactement comment ça allait finir. OK. Fait que c'est ça. Bill Nighy veut le pouvoir, veut ramener son armée des démons, puis ils font leur test d'essayer de ressusciter. C'est un cadavre d'animal, je pense, tu sais. Puis ils passent proche, mais ils sont pas capables. Yeah. Puis là, ils disent « Ah, si seulement on avait les journaux du Dr. Frankenstein où il détaille tous ses travaux, là, on serait peut-être capable, on trouverait peut-être qu'est-ce qu'on a oublié. » Ils sont genre... c'était tellement la pseudo-science dans des films de même. C'est que ça me fait rire. Try 30 joules. That'll kill it. Puis plus tard, ça rendu à 15 000. Genre, tu veux que je croie ça comment? Genre. Puis là, il élabore une espèce de plan pour retrouver le journal en s'organisant avec les gargouilles, en kidnappant la reine. Puis Adam s'en vient péter les fenêtres du laboratoire. Je pense qu'on est encore dans le premier 3/4 d'heure du film, tu sais, pour retrouver le journal. Puis là, il se fait poursuivre. Mais les méchants, ils le retrouvent encore. Puis là, ils sont comme « Ah, c'est ça qu'on a manqué. Dr. Frankenstein se servait d'anguille électrique ou je sais pas trop quoi. » Non, ils l'ont eu plus tard, le journal, qu'ils ont kidnappé la reine. Parce que la reine a dit qu'ils l'ont trouvé, qu'ils ont sauvé Adam la première fois. Fait que dans le fond, plus tard, pour une raison quelconque, ils se vengent. Puis je pense que c'est tout dans la même scène. C'est-tu possible? Il leur laisse le journal en échange pour la reine. Mais ils retournent le chercher. Oui. Puis à un moment donné, ils se ramassent encore avec le journal entre leurs mains, je pense, parce qu'ils l'ont repris. Oui, dans une autre séquence que je pense que c'est quasiment zone out, c'est tellement plate. C'est parce que à chaque fois qu'il parle, c'est juste pour expliquer l'histoire puis qu'est-ce qui est en train de se passer, puis c'est vraiment dole. Puis à chaque fois qu'il parle pas, c'est juste des scènes d'action dont on en a rien à chier. Les effets spéciaux sont pas bons, puis t'as jamais peur pour le héros. Pour revenir à Mad Max encore, dans Mad Max, là, tu te demandes toujours qu'est-ce qui va se passer. Tous les personnages sont en danger. Oui. Dans Hey Frankenstein... quand je l'ai vu se pitcher de du haut des immeubles puis retomber sur ses pieds puis pas se tuer, pourquoi je suis supposé avoir peur quand le méchant le tient par le collet sur le bord d'un toit, tu sais, pour le pitcher en bas, puis Adam il est comme « Oh non! Faut pas que je tombe! » It doesn't matter. Non, tu vas survivre. Il va tirer sur les deux jambes, il va le regarder, il va être comme « Ha! Bitch! » Ça déboule jusqu'à la fin où Bill Nighy ça déboule. C'est un bon terme pour ça. Tout ce film-là ne fait que débouler. Tout le monde, ça se déboule. C'est leur crise de souliers, ça en allait jusqu'à la fin. Ça déboule jusqu'à la fin où Bill Nighy a enfin les secrets du Dr. Frankenstein. Finalement, il part sa machine électrique puis il est en train de réveiller son rack de démons qui ont l'air d'être accrochés pour sécher comme du linge, tu sais. Puis là, les âmes commencent à sortir de l'enfer, puis à rentrer dans un corps. Puis là, les gargouilles sont comme « Oh, fuck, yes! » Ils s'en vont essayer de tuer les morts avant que les démons réussissent à les posséder à 100%. Oui. Et Adam se bat contre le prince des démons, qui est rendu Bill Nighy dans un gros costume avec des cornes, tu sais, puis la peau rouge. Puis là, il commence avec une lame à dessiner la croix sur lui. Mais il réussit pas à la dessiner au complet. Non, pas au complet. Puis là, Bill Nighy maîtrise Adam. Puis il dit hey, j'ai une âme spéciale pour toi, ça va être mon fils ou quelque chose, parce qu'il l'appelle mon fils après. Fait que là, il y a une âme de démon qui monte de l'enfer. Il fait une incantation stupide c'est ça, matin, genre, qui rentre dans Adam, puis Adam a un morfond de douleur pendant genre 5 minutes avant de tomber par terre. Puis là, Bill Nighy est comme bienvenue parmi ce monde, mon fils. J'espère que tu trouveras ce corps assez bon parce qu'il est exceptionnel, blablabla. Ils font ça souvent dans le film. Ils vantent la force puis les pouvoirs de Adam. Parce qu'il faut qu'on le sache. On peut pas juste le voir aller, il faut qu'on sache comment il est fort. Parce que les autres corps réanimés, même si c'est le même concept, il sera pas aussi fort. Mais non, parce que lui, c'est le monstre de Frankenstein. C'est ça. Il faut que tous les personnages, à chaque fois qu'ils voient Adam, tout le temps disent « Adam, tu es le monstre de Frankenstein, tu es plus fort et plus résistant que n'importe quel autre humain. »
On dit tout comme ah oui, Puis, c'est vrai, merci. À un moment donné, je m'attendais à ce qu'Adam il dise je le sais, là, arrête. Tu sais. Yo, yeah, man. Non, merci, ça fait 200 ans que je vis, c'est correct. Tu sais. Puis ça fait genre comment 45 000 de vous autres que je tue en m'en allant là, parce que je pisse là. Ouais, I get it. Puis pendant tout le temps, ben tu sais, Bill Nighy est en train de le baver, puis il dit tu pourras pas résister parce que t'es rien qu'une créature, puis t'as pas d'âme. Mais là, Adam se lève. Puis finalement, il y a une âme. Oh non. Puis il prend son petit truc pointu, là, je pense que c'est un couteau, puis il continue de dessiner la croix bizarre sur le torse de Bill Nighy. Ben, comme un schling. Bill I am a man. Bill Nighy. I have a soul. Exactement. Bill Nighy meurt en explosant. Tout son building se met à exploser avec lui, puis tout son rack de cadavres possédés en train de sécher retombe en enfer. Ça finit sur un toit. Avec un monologue interne de Adam qui dit maintenant je connais ma place dans le monde. Je suis un homme. Je suis Adam. Je suis le défenseur de la race humaine. Je suis Frankenstein. Avec le title drop, c'est la fin. Puis la petite tune genre de new metal qui aurait été cool en 2002, mais qui est plus cool maintenant. Puis il s'attendait à nous faire 5 suites comme Underworld où Bill Nighy est encore le méchant dans le premier, je pense. Ah, il revient, genre. Puis... Non, mais Bill Nighy était le méchant dans Underworld. Chris, t'as raison, ouais. pareil. Hey, pauvre Bill Nighy, genre. Puis là, il nous laisse sur l'espoir qu'il va y avoir une suite parce que ce film-là était tellement cool. Puis moi, tout ce que j'ai à dire, c'est « Fuck you! Je veux mon film de Dennis Wilson! » Non, mais tu l'auras pas, ton film de Dennis Wilson. Non. Aaron Eckhart, il est fatigué. Il est fatigué. Moi, quand j'aurais vu les critiques, j'aurais été bien fatigué aussi. Ah non, mais c'est ça. Fait que... Non. Il n'y a jamais eu aucune suite. Il planifiait même faire un crossover avec Underworld. Je sais pas comment ça aurait marché pour justifier toutes les Bill Nighy, mais c'est jamais arrivé. Ah, ça aurait été fucking malade. Non, mais... Attends. They're werewolves versus vampires now in the world, right? Moi, il n'y a pas de démons. Pas à ma connaissance. Et moi, eux autres aussi sont durs à regarder, man. Le premier était pas pire, puis à un moment donné, ça juste... Genre, encore... Les Resident Evil, ils se suivent, puis tu peux t'en souvenir un peu qu'est-ce qui est arrivé des autres, puis c'est logique. Mais il semble que tous les Underworld sont c'est comme ils break, puis ils reviennent, puis ils break. Puis à un moment donné, genre au cinquième film, c'est comme, t'en souviens-tu dans le premier, puis t'es comme... Quoi? Pour moi, Resident Evil puis Underworld, c'est un peu du pareil. Come on. Okay. Resident Evil, Underworld, puis I, Frankenstein. C'est toutes des copies cheap de la Matrice avec du monde habillé en cuir noir. Non, il y a des zombies. Des vampires. T'avais-tu vu des zombies, toi, dans Matrix? Ils ont peut-être volé... tu sais, le personnage d'Albert Wesker, ils l'ont peut-être volé du Matrix. Ben oui, puis... mais non, mais tu sais... Il y a des zombies thématiquement dans la Matrice avec les gens qui se rendent pas compte qu'ils sont dans un programme. On ramène ça au début, là. Là, on est loin un peu de notre conversation originale, là. Mais... Qu'est-ce qui est sorti en premier? Premier Resident Evil ou The Matrix? La Matrice? No, it came out in 99. La Matrice est sortie en 99, oui. Resident Evil en 2001. Pas le premier. Il est sorti en 98. Il est sorti en 2001 si c'est pas 2002. Bitch. Google search. Tu vas voir. Resident Evil 1. Moi, parce que j'étais allé lire l'autre fois là-dessus, puis j'étais surpris. J'étais comme, ouais, mais non. Resident Evil is a survivor horror video game developed and released by Capcom originally for the PlayStation in 1996. Ouais, ça, c'est le jeu vidéo. Yeah. I'm not talking about the movie, I'm talking about the video game. Ouais, mais le jeu est pas inspiré de la Matrice. Moi, je parle du film. Ouais, non, mais moi, je te dis que le Matrix, il a volé du premier film. Non, du premier jeu. La Matrice a volé ça, a volé des concepts à Blade Runner, à Johnny Mnemonic, puis à Shadowrun. La joke que je faisais, Resident Evil. La joke que je faisais, c'est que techniquement, tous les éléments pour voler plus tard dans les films existaient possiblement dans le premier jeu. Ouais. Mais non, quand Wesker a commencé à faire du cool Matrix shit, même dans les jeux vidéo, c'était plus tard après que la Matrix avait sorti. Puis Resident Evil 1 volait ses idées à d'autres films d'horreur. Mais après la Matrice, Capcom ont fait Ah, mais tabarnak, that Agent Smith, ça pourrait juste être Albert Wesker. Imagine si Resident Evil devenait des jeux d'action. Imagine si le monde au complet il exploserait de notre 6e jeu. Imagine si on prenait un roman libre de droit écrit par Mary Shelley, genre à la fin des années 1800, puis qu'on faisait un film d'action qui ressemble à Underworld avec. Imagine qu'on ait recherché Aaron Eckhart. Imagine qu'Aaron Eckhart serait trop fatigué après pour faire un bon film qui avait déjà dit oui. On le sait pas, ça. On le sait pas qu'il aurait été bon.
J'espère qu'il aurait été bon. Mais oui, imagine. Ce qu'on sait, c'est que ça n'aurait pas été pire que I, Frankenstein. Ça aurait pu être sur le même niveau, mais ça aurait probablement pas pu être pire. Hey, si bon, OK. C'est quoi le pire biopic que tu as vu? À quel point un biopic peut être mauvais? Moi, je suis un peu vendu en biopic quand même. Quand c'est pas bon, la vie de l'artiste m'intéresse assez que je vais l'écouter pareil. Ouais, moi, il y en a des... Je regarde pas trop de biopic. Je serais pas la meilleure personne à parler, à avoir une discussion là-dessus. J'ai un petit point faible pour les biopics, tu sais. Toi puis les Oscars aussi, mais... Les Oscars? C'est-tu eux autres qui donnaient souvent des... souvent. Ouais. Souvent, si tu faisais un biopic, Parce tu que gagnais tout de suite. Les biopics sont de l'Oscar bait à 100%. C'est sûr, ouais, à 100%, ouais. Joaquin Phoenix, justement, avec j'allais dire Walk Hard. Walk the Line. Walk Hard, c'est la meilleure version de Walk the Line. On devrait regarder Walk Hard pour faire une review. Ah, tellement. Pour une semaine, ça serait tellement malade. C'est correct, je l'ai en DVD. Walk hard. Hard. Down lifes. I'm 15 years old, Mom. And you never once paid for drugs. Not once. Fait que, non, c'est ça, j'aime assez comme la vie des artistes m'intéresse, puis j'ai du fun à voir les différences dans la vraie vie puis dans le film, tu sais, comme même le film de Buddy Holly avec Gary Busey, où minimum le 3/4 des affaires dedans sont inventées, je l'ai aimé pareil, tu sais, parce que j'étais un biopic bitch, là, je suis vraiment un mark pour ça. Ouais. Je peux pas dire que j'aime assez le monstre de Frankenstein pour dire « Ah ouais, fais-moi n'importe quel film d'action bâtard avec ça, puis je vais l'écouter, tu sais. » Non. Non, mais check. Au moins, c'est le fun, parce que tu peux toujours avoir une partie de The Drummer pour toi. C'est vrai, il y a les cheveux longs au début. Oui. Puis, tu sais, si tu la regardes d'une certaine lumière, c'est quasiment de la Wilson. Même si je regarde le film au complet... Dennis Wilson, c'est un drummer. Avec quoi Adam Frankenstein se bat? 2 bâtons. 2 bâtons. Il avait les cheveux longs. Puis, encore, c'est quoi que Mike Love il avait dit? Il avait dit que c'était un parasite sans talent en faisant de la projection beaucoup. Fait que je pense que tu l'as eu, ton biopic, mon chum. Ben, c'est-tu quoi? Écoute ça. Je commence à penser Écoute ça. Dennis, c'était le mouton noir de la famille. Okay? C'était celui qui fitait pas nulle part, puis qui mangeait des volets, puis qui trouvait pas sa place. Comme le monstre de Frankenstein. Puis il était sauvé par un petit clan de monde avec beaucoup de talent qui se battait contre... Écoute-moi. Puis se battait contre un gros clan de monde qui est interchangeable. qui sont conçus comme en étant méchants. Est-ce que l'industrie de la musique? Moi, je pensais que t'allais dire que les gargouilles étaient les Beach Boys puis que les démons étaient la famille Manson, mais j'aime bien où tu t'en vas. Non, mais non, moi, je voulais parler au complet de l'industrie de la musique. Mais oui, si tu veux que Bill Nighy soit meilleur, mais imagine-les avec la barbe collée, là. Les cheveux teints noirs. Avec son petit Chris des X. Ouais, c'est une croix gammée, c'est pas un X. Ouais, non, c'est Rob qui a fait des X à la place d'une croix gammée. Non, mais Charles, je pense qu'il se faisait des X en sang, non? Il y a quelque part. Charles Manson, c'était une cicatrice, il s'est fait ça lui-même au couteau, genre. Oui, mais il y avait quelque chose avec un X dans le front. Faudrait que je trouve l'histoire pourquoi. C'est pour ça que Marilyn Manson puis que Rob Zombie, ils le font encore de temps en temps. Il y a quelque chose avec un X dans le front qui rajoute à quelque chose. Mais on continue sur notre théorie qu'à Frankenstein, c'est The Drummer. Absolument. Écoute, je commence à y croire. Puis check, à la fin, là, quand tout le monde commence à tomber dans le fond, puis il se naille, là, puis que finalement, il y a un soul, là. C'est l'enfer de la drogue, ça, non? Oui. Oui. Puis il est venu par-dessus ça. Il n'y a pas une scène où qu'Adam, il saute en bas de son bateau puis il se naille, là. Non, mais c'est comme on disait, tu sais, les biopics, des fois, ils inventent des affaires. Dans I, Frankenstein, Beach Boy... I, Beach Boy. I, Frankenstein, Beach Boy. Dans I, Frankenstein, Beach Boy, ils ont changé des affaires. Ben, tu sais, les démons là, contre lesquels Adam Dennis se bat, c'est une représentation de ces démons dans sa tête. Ah, Chris, that's better than mine, ouais. Puis à la fin, quand il survit, ben, c'est parce que c'est les gargoyles qui veulent le battre au début, c'est Mike Love qui a envoyé ses bodyguards pour écrire une volée. Son cousin Stan Love. Stan Love, comme j'ai dit, c'est un joueur de la NBA. That's such a good name. Tellement. Le fils de Stan Love est aussi un joueur de basketball, je pense, puis il joue aujourd'hui. I was called Stan Love. That's so good.
Puis, les biopics, ils changent des affaires. Fait qu'ils se sont dit, ben là, on va donner un happy ending. À la fin, il va vaincre ses démons, vaincre la spirale infernale de la drogue et puis de la surconsommation d'alcool. I, Frankenstein, Beach Boy. Survivor. Surfing. USA. La ville qui était dedans. Surfing London? Ouais, Surfing Metropolis. Metropolis? genre comme une métropole en général ou comme la ville dans Superman? Non, comme une métropole en général. Parce qu'ils n'ont jamais nommé quelle métropole qui était rendue sur un rooftop. I, Frankenstein, Killed a Cop, Beach Boy, Hey. Survivor, Metropolis. Les Beach Boys ont fait des concerts en Angleterre. Dennis était là. I, Frankenstein, ça se passe en Angleterre. Ça se passe ça en Angleterre, c'est Ben, officiel? je pense que oui. Bill Knightley, c'est un méchant anglais. Ouais, mais Bill Knightley, il est un méchant dans la fucking... je pensais pas qu'est-ce qu'il appelle la ville en Detective Pikachu. Ouais. Mais... Je trouve que la ville, ça ressemblait à Londres, là. Non, ça, tu peux avoir raison. Ça, je te l'enlève pas, mais il me semble que... Ça, je me demandais si à un moment donné, il y a un point que j'étais zoned out, j'étais plus capable, qu'ils ont écrit London quelque part. C'est parce que le monstre de Parce que le policier qui tue, c'est un accent très américain qui a, c'est pas un accent anglais. Il y a plein d'Américains dans le film, t'as raison, mais je me suis dit que c'était peut-être des amis comme la fille là, qui est le Love Interest, où il y a la fameuse scène où tu sais, Adam il mange une volée un peu, puis il a pas mal pantoute, sauf que là, à un moment donné, il faut qu'il enlève son chandail, puis il montre toutes ses cicatrices, puis évidemment, il est parfaitement beau, parfaitement musclé, mais il y a une coupe de cicatrices, fait que c'est supposé être un monstre, mais là, la fille, elle vient le recoudre puis le désinfecter, tu sais. Puis il fait puis mais elle le voit pour sa vraie beauté, tu sais. Sais-tu qui que j'ai reconnu dedans, que j'ai vu son nom, parce que j'aurais pas reconnu avant? Non, C'était qui? Jay Courtney. Je sais pas c'est qui. Jay Courtney qui joue Gideon dans Frankenstein, fait qu'il est là comme le numéro 1 après la Queen. Ouais. Qui a aussi joué... Avec la barbe, là. C'est-tu Captain Boomerang qui s'appelle dans Suicide Squad? Tu penses-tu que j'ai vu Suicide Squad? Ben, j'avais espéré dans ma corrélation ici. Il y a Will Smith là-dedans. Pourquoi j'aurais écouté ça? Ah, tabarnak! He wasn't bad! Ben, j'aurais dit peut-être que The movie was bad. T'aimes Margot Robbie. It's not that bad. It's just not good, OK? Je veux voir le Birds of Prey, le film d'Harley Quinn, parce que j'aime beaucoup Margot Robbie. Ben, celui-là, au moins, il y a des good reviews. Ouais, puis elle a l'air bonne même dans Suicide Squad. Ouais, non. Will Smith, d'après moi, il a l'air fraîchier puis il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. But that's Deadshot. He plays that just fine. No, that's Will Smith. Leave him alone. Will Smith! Save us! Fait que ce que ça essaie de dire, c'est que moi ma théorie, j'ai toujours eu avec les Karaoke Kings, toutes les ladies and gentlemen, puis tout en in the middle and in between. Je suis curieux d'entendre ça. Je sais pas ce que tu vas dire. C'est ouais, ben je te l'ai déjà dit, Chris de fraîchier. Tu veux juste que ça aille bien, puis finalement, là, down the line, tu peux faire toi-même de drummer. C'est juste ça que tu veux, puis je le sais, quoi. Écoute, tu veux qu'on devienne rich and famous, puis à un moment donné, tu vas me sortir ça. Là. Je vais être ici, là, je vais être en train de chiller, travailler sur quelque chose, je vais être comme, on pourrait faire de drummer, je vais être comme, oh my God. Alex. And you're gonna put me in the fucking movie. C'est vrai ça que j'allais dire. Je déteste l'admettre. You're gonna make me Dennis Wilson. Je déteste l'admettre, mais si on jouait dans des biopics des Beach Boys, toi tu serais Dennis, moi je serais pogné pour faire Mike là. Ben, c'est qui les autres acteurs que tu mettrais? OK. Fait que pour une raison, pas de népotisme, parce qu'on n'est pas d'un enfant d'un ou l'autre, mais de l'arrogance. On serait arrogant. OK. Quel de nos amis je mettrais pour les Beach Boys dans des films? J'aurais dit possiblement les acteurs, pas parce que j'aime pas nos amis, mais parce qu'on serait une production. Là. On est big. Là. Plus big que nous, que depuis 1969, on est les champions de karaoké. J'allais dire, pour Brian Wilson, je mettrais Jay en fat suit. Pas de fat suit au début. Fait qu'on met nos amis pour chier dessus. T'as raison, Jay en fat suit. Il y avait un fat suit rendu au milieu du film. T'sais. Oui, parfait. Fait que là, il nous manque qui? Carl Wilson. Qui c'est qu'on a qui chante bien, qui est backé un peu dans nos amis? Qui est backé un peu. OK, ouais. Hey, ça, c'est une attaque sur tout le monde. C'est qui qu'on a qui chante bien, qui est backé, puis on arrête? On n'a pas de réponse. C'est correct, on n'est pas obligé de donner de réponse. On va juste revenir à Jay qui fait Brian. Fait que Jay et Brian, puis non, on peut remplir avec des acteurs qu'on connaît. Là. On remplit avec des acteurs qu'on connaît, OK. Aaron Eckhart aurait été Dennis Wilson. Oui. Puis encore, il y a une différence entre ma face et la face d'Aaron Eckhart. Eckhart, il ressemble en masse. Moi, ce serait que tu me couperais la barbe un peu, tu me couperais peut-être les cheveux un peu. Ouais. Puis que par proxy, tu regarderais 2 photos, tu serais comme, ah, OK, ouais. Surtout si tu retournais au gym un petit peu, là, retrouver la définition je le ferais pour le t'sais. film, là. Ouais. Parce que rendu là, on serait big, puis je serais déjà big.
Parce que là, j'aurais tout le temps au monde à la place de stresser sur nos vrais jobs, toutes les responsabilités and the crippling debt and all my alcoholism. Ben non. Mais je serais au gym tous les jours. Là. Fait que là, je serais vraiment Dennis Wilson. À part le fait que j'adore ma blonde, puis on aurait une belle famille, puis nos chiens et tout, puis que j'aurais pas des 12 groupies, puis un gars qui s'appelle Charlie chez nous. Puis j'ai réalisé, j'ai même pas besoin d'y penser à quel acteur je mettrais pour faire les Beach Boys, parce que c'est déjà arrivé. Paul Dano a joué dans Love and Mercy pour faire Brian en 2013, si je me trompe pas. C'était un excellent film. Paul Dano, it would be... Je l'ai jamais vu, mais j'assume qu'il a fait une très belle job comme Brian. Il est excellent. Il a appris à jouer du piano puis à chanter un petit peu, puis il est vraiment bon. Il fait Brian quand il est jeune. C'est tellement cool, les acteurs qui vont loin de même à apprendre la musique. Parce que, tu sais, on pourrait le faire même nous autres, je suis sûr. Apprendre des instruments. Je dis pas qu'on serait excellent, mais on pourrait le faire au point d'être capable de possiblement en jouer. Puis les autres sont comme, hey, je vais faire un film. Hey, le tournage commence dans 4 mois. Learn drums. Puis ils sont comme... tu sais, comme Machine Gun Kelly qui a joué Tommy Lee dans The Dirt. Qui a dit que lui a tout appris à faire ça dans le date d'une coupe. C'est un bon choix quand même de casting. Excellent. Le casting dans The Dirt était excellent. J'aurais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est un bon choix. C'est excellent. Il a vraiment été capable de sortir. Puis encore, je connaissais pas vraiment Machine Gun Kelly. J'écoute pas ce sort de rap-là. Mais tu sais, encore, je le regarde tout le long. Puis juste la façon qu'il amenait comme l'enthousiasme de jeune et tout. Ça serait intéressant de faire un movie review sur The Dirt aussi. Mais j'étais comme, de tout ce que j'ai vu de Tommy Lee, I was like, this is Tommy Lee. Genre, c'est un gros Chris de man-child qui comprend zéro les conséquences de toutes ses actions. Ben franchement, après ce show-là, c'était l'idée que j'allais t'amener. Je te disais, regarde, j'ai eu mon trip avec Dennis Wilson puis I, Frankenstein. On pourrait faire The Dirt pour la prochaine émission où tu nous fais un résumé de l'histoire du groupe. On pourrait, à la prochaine épisode de Dirt, fait qu'on va peut-être slacker ça. Puis enfin, je vais l'écouter. Ça fait longtemps que tu me demandes de regarder. T'as pas regardé The Dirt? Tu me dis ça à chaque fois depuis 2 ans. Ouais, ben... Parce qu'à un moment donné, je m'attends que tu vas le faire. C'est parce que tu me dis, faut qu'on écoute The Dirt ensemble. Fait que je t'attends. Ah, on n'habite pas dans la même ville. Fait que non, c'est ça. On les regarde séparés, mais au moins The Dirt, il est sur Netflix, tu peux juste le regarder. On va faire comme I, Frankenstein, mais on va l'écouter séparé. Fait que c'est ça. Pour revenir à Love and Mercy, Paul Dano faisait Brian jeune dans les années 60. Ouais. John Cusack faisait Brian dans les années 80, surmédicamenté par le Dr. Landy. John fucking Cusack! Puis la réaction du monde au casting... I might watch that movie, man. Tu vas vraiment aimer ça, c'est super bon. Je pense que oui, Love and Mercy, qui s'appelle. Je l'ai en Blu-ray, les acteurs sont sa coche. Là. OK. Je suis pas obligé de demander à Brad de le mettre sur Plex. Non. Shout out Brad Morris. Puis les gens, au début, ils disaient, ben là, John Cusack, il ressemble pas à Brian Wilson. Mauvais choix. Puis le réalisateur et moi, par la même occasion, puis les défenseurs du casting, on est comme non, parce que dans les années 80, Brian ressemblait vraiment beaucoup à ça. Il avait les cheveux teints du noir, il avait maigri, son visage avait changé un peu. C'est un super bon choix, puis il joue super bien. Là, on est rendu avec un Brian brisé, qui prend trop de médicaments, qui est soumis à son psy malsain, tu sais. Puis tous les autres acteurs qui ont pris pour faire les Beach Boys qu'on voit jeunes sont surtout des inconnus, mais sont vraiment très bons puis ressemblent. Tu fasses un mix, hein? Parce qu'à un moment donné, ça coûterait cher de mettre des acteurs connus sur chaque niveau de la vie. Exact. Leur Dennis est un peu moins musclé, leur Carl est un peu moins gros, puis leur Mike a un petit peu plus de cheveux, mais il est quand même... il joue un très bon trou de cul. Puis pourtant, c'est assez flatteur comme portrayal de Mike, ben franchement. Ouais. Tu vois qu'ils ont des différents créatifs, tu vois que c'est lui le pas fin dans le groupe, mais ils l'ont pas traîné dans la boîte comme il aurait pu faire, tu sais. Parce que le vrai méchant du film est Dr. Landy, qui, franchement, Mike est un trou de cul, point barre, OK? Il est désagréable. Gene Landy, c'est un vrai fucké. Oui, il y a une différence entre les deux encore. Puis je pense qu'on se comprend ça dans nos vies personnelles à nous, puis les métiers qu'on fait. Oui. Mike Love, c'est un businessman, front and center, end of discussion. Bon chanteur, bon frontman, mauvais danseur. C'est ça. Mais c'est un businessman. Puis il savait comment amener le cash, puis il savait comment... Tu sais, tu peux le regarder d'une mauvaise façon, puis je suis sûr que c'est un esti de cul. Absolument. Mais tu peux pas nier quand il regardait le monde, puis même on regardait, tu me parlais de la discographie tantôt, je suis sûr qu'il était là tout le long, il dit pourquoi qu'on fait pas des crises de tunes de surf, c'est ça qui rend du cash. Puis on dit non, on va faire des tunes super créatifs, puis ça tankait. Puis Mike Love était probablement tout le long. Non, asti, pourquoi qu'on fait pas des calices de tonnes de surf, mais il était pas assez bon pour écrire ses crises de tunes. Fait qu'il y a zéro décision à prendre là-dedans à part de dire arrêtez de faire ça. Chris, tout le monde s'en calisse. Je pense pas que t'es dans désaccord avec moi. Non, absolument. Puis c'est un gars qui était à son affaire. Il a jamais été connu pour consommer des drogues dures. Je pense qu'il a fumé du pot, puis c'est pas mal ça, là. On s'en fout, tu sais. Puis encore, Charles Manson was at that house and he wanted to leave. Oui. Puis il
Charles Manson a offert du LSD à tout le monde, puis Mike était comme, j'en ai jamais pris, j'en prendrai pas là, tu sais. Not with you guys! Non! Fait que pour tous les problèmes qu'on peut avoir avec lui à un niveau créatif, à un niveau personnel, parce qu'il est profondément désagréable, tu peux pas dire que c'est pas un gars intelligent qui est pas à son affaire. Non, il run sa business, puis ça va. C'est la seule injection positive de Mike Love que je voulais faire avec cette conversation-là. Absolument. Parce que la façon que tu parles, je suis comme, what a shitty guy. Non, tout le monde a ses points forts. Hein? Broken clock is right twice a day. Fait que... Ben, check, moi je suis intéressé, j'ai hâte de parler de... On pourrait faire ça la semaine, dans 2 semaines qu'on fait. The Dirt, puis après ça, Love and Mercy, peut-être. Ouais, on pourrait quand même continuer de même. À un moment donné, on fera des petits switch-up. Si vous voulez commencer à écrire des commentaires sur nos posts pour le monde qui les écoute, dis-nous qu'est-ce que vous avez hâte d'entendre. Fait que je pense qu'on va arrêter pas mal avec ça. Écoutez-nous, suivez-nous sur Facebook. Sur Instagram. Instagram, on essaie souvent. Twitter, à un moment donné, il y a quelque chose d'assez drôle qui va me popper dans la tête que je pense que je vais commencer à écrire. Pour l'instant, je mets les clips du podcast. Ben, c'est ça. Puis moi, je me dis toujours qu'à un moment donné, je vais commencer à envoyer des... Je vais envoyer des jokes aux gros podcasts, puis d'affaires de même, puis espérer qu'ils répondent. Peut-être, c'est de même qu'on va les envoyer. C'est un petit fiche pour des compliments. On a un gars qu'on a rencontré au FME là, qui est supposé nous laisser une review là, pour qu'on mette sa face, puis qu'on le tag, puis qu'on profite de son fame. T'sais. Merci Bruno, t'es bien fin. Il nous a pas répondu encore, peut-être qu'il aime pas ça. Ouais, ben check, on va voir. Fait que suivez-nous, LinkedIn, si vous voulez avoir des connection requests, Alex Martel et Alexander Wallace, vous avez bien le droit. YouTube, likez, commentez, sharez, envoyez ça à vos amis, parlez-en à votre mère. Peut-être votre mère elle aime plus votre... même si toi t'aimes pas notre podcast, là, t'es rendu à ce point-là que ça fait probablement genre 1h30 qu'on parle. Montre-la à ta mère. Peut-être que ta mère va plus aimer ça. Tu sais, Alexander, ta grand-mère aime les Beach Boys. Fait que peut-être que votre grand-mère aussi aimerait m'écouter parler des Beach Boys. Ben c'est ça, peut-être. Puis là, toutes les fois que moi je vais parler, elle va être comme Chris, il se ferme ça à gueule. Là, elle va avoir une photo, on va faire il a les cheveux longs en plus. Maudit hippie pouilleux, là. Il doit même pas avoir de job. Moi, j'étais content que Dennis Wilson ait sorti des Beach Boys. C'est pouilleux, je suis plus capable. J'étais content dans les années 80 quand Mike il a recommencé à faire des tunes de char, puis de filles, puis de ça. Summer of Love! Oh boy. Moi, là, le pic créatif des Beach Boys, c'est quand ils ont fait leur collaboration avec les Fat Boys. Hein? Une tune de rap surf. Tu parles de Brian, right? Les Fat Boys? Ben, Brian, puis Cal. Puis Al Jardines. Non, Al, il est resté mince. Al, il est resté mince. Mike, bedaine de bière au pire. Denis, musclé toute sa vie, un peu maigre, fini de la drogue c'est dur, vers la fin. C'est dur à prendre du poids quand tu fais bien de la coke. Ben, c'est ça, tu sais. Il a trouvé le temps d'aller au gym longtemps, c'est pas pire, tu sais. Ben, il faisait du surf et tout, ça a l'air d'un gars quand même qui se prenait soin de lui. Ouais. Fait qu'avec ça, on vous aime tous. Merci de nous avoir écoutés si vous êtes encore ici. Si vous avez écouté juste une demi-heure, puis pour rester aux questions, tu la repars, tu frappes accidentellement sur skip, t'arrives à 1 minute 24, quelque chose de même, c'est moi qui dis ça. Fuck you, man, écoutez jusqu'à la fin, parce que tu scrapes nos analytiques. Sérieux, là? Notre watch time, man. C'est pas fort. On n'aura pas d'ad, là. Tu sais. Nous autres, on est local. Puis tu devrais nous supporter. Puis pas d'autres gros podcasts dans des grandes villes comme Montréal puis Toronto. Si tu fais ça, là, on va le savoir. On va le savoir. Ça sera pas Je vais beau. débarquer chez vous, je vais dire c'est que t'es pas fin, man. On fera rien, là, mais tu sais, on va dire Wow. Là, tu vas arriver un soir en karaoké. Tu vas sortir au cab ou au sport un soir. Puis je vais m'en souvenir de toi. Tu vas dire, ça serait cool, mais je préfère tel ton. Je vais dire, ce serait bien cool si tu écouterais mon podcast au complet. Mais là, je vais faire ta toune dans ta face. Non. Puis je partirai pas avec ta femme parce que je n'ai une puis je l'aime. Ouais. Mais je vais rire de toi. Ou ben non, on le laisse chanter. Puis à la place de le remercier, après, on fait OK. En tout cas, c'était pas pire ça. Moi tout, j'aime ça fausser. Si ça vous tente de pas écouter notre podcast puis qu'on rit de vous autres de même au karaoké, venez nous voir les jeudis au Cabaret La Dernière Chance à Rouen-Noranda. Samedi, au bar au Sport Val-d'Or. Une fois par mois à peu près, petite grenouille et Amos. Puis oubliez pas que vous êtes toujours nous booker pour des parties privées. Absolument. Check. Allez-y. Peut-être même si t'es jamais venu à nos karaoké. C'est possible. Il y en a possible. Check. Vous avez-tu déjà voulu voir un gars qui me ressemble avec des cheveux longs et une barbe qui fait Bad Romance de Lady Gaga? Hey, moi, j'ai tout le temps rêvé de voir ça, Alexander. T'as-tu déjà voulu voir un grand hipster fever comme Alex Martel faire Lollipop des Shortettes? J'y rêve tous les soirs. Mais tabarnak, pour un prix très très simple que vous avez juste à nous envoyer une soumission sur Facebook,
You could have that shit. Wow! Est-ce que je peux aussi les contacter par téléphone et sur Gmail? Absolument! Tu peux même les voir en personne si tu veux. Ah, wow! Tu pourrais te présenter à la ville de... Puis à Nissan pour aller voir. Fait que c'était pas le podcast le plus structuré de l'histoire des podcasts. Non, mais check, à un moment donné, ça va nous arriver. Fait que ça arrive de bonne heure. T'as déjà écouté un épisode de Super Mega récemment? Ben, c'est ça. Je me dis qu'on est pas pire que les autres. À un moment donné, on va avoir des guests puis ça va derailer ben raide. Ça demandera juste un petit peu de montage, mais tout de même, on vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Sauf ceux qui ont skippé! And we'll fucking find you. Tabarnak, là. OK, fait que t'as-tu... Fait que toutes les autres, merci beaucoup. On se revoit au bar, ou à votre party privée, ou au prochain podcast. Es-tu prêt? Bye bye!